Bonjour tout le monde, ici Catherine d'Un peu de crime dans ton café. L'épisode que vous vous apprêtez à entendre souligne mon retour tant attendu au podcast après mon 2e congé de maternité. Nous avons eu un problème technique lors de l'enregistrement, et malgré tout notre bon vouloir, et surtout malgré l'excellent travail de notre monteuse étoile, nous n'avons réussi à le régler en totalité. Ainsi, il y a parfois un bruit de distorsion, un grichage en bon français, qui se fait entendre pendant l'épisode. Ça revient une fois de temps en temps, mais, nous l'espérons, pas assez pour vous empêcher d'apprécier cet épisode. Afin de ne pas retarder davantage la sortie de notre premier épisode de 2025, nous avons pensé vous l'offrir tel quel, avec toutes nos excuses. Nous allons bien chicaner mon micro, histoire qu'il ne recommence pas la prochaine fois. Bonne écoute de l'affaire Julie Surprenant et, comme toujours, merci beaucoup pour votre soutien. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café entre amis. Vous reconnaissez ma voix, je suis la fille qui fait les annonces pendant les pires moments de l'histoire. Et votre animatrice aujourd'hui à Un peu de crime dans ton café est le « Ne vous pincez pas, vous ne rêvez pas ». Mesdames et messieurs, Catherine est de retour! Je suis là! J'ai survécu! À être maman une 2e fois. Exactement! Je suis de retour. Je suis très contente d'être revenue parmi vous. Oui. Et de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, pour vous conter la fin de ma saga terrible de féminicides qui ont mené à la création de l'AFPAD. Et après ça, je vais accrocher mon petit chapeau de reporter de féminicide pour plonger dans les histoires du bon vieux temps qui sont vraiment, vraiment moins tristes à rechercher. Super. J'aime ça, t'arrives au party pis t'es comme « Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, laisse-moi te raconter une histoire déprimante. » Déprimante. Ben là, c'est ça. Je t'ai demandé, hey là, juste entre toi et moi, je t'ai demandé il y a 2 jours si on enregistrait combien d'épisodes aujourd'hui, puis je t'aurais clenché mon affaire de meurtre et mystère, là. Ben mais non. bon, vous le saurez, le meurtre et mystère dans un mois. C'est ça. Voilà. Ça va être une surprise. C'est un meurtre et mystère. Ça va être le colonel Moutarde dans la bibliothèque. Avec un sac de sucre. Un gros sac de sucre. Un gros sac de sucre et possiblement de l'épilepsie. Donc, c'est des vraies affaires, t'as-tu compris? Oui. Bon, elle a Mais compris moi, mon j'avais envie de faire des blagues de le café emballé sous vide chez Ikea, là. J'ai pas vu ça. Comme Oui. les boulettes? Ils font la même chose avec le café? Ouais, mais ça donne une brique de café. Ben oui, ça doit. Mais j'ai appris qu'en Suède, c'est actually la manière que le café est vendu en épicerie. Puis, dans les cours d'autodéfense pour les femmes, ils leur disent de garder la brique de café proche si jamais tu te fais attaquer dans un stationnement pour frapper ton attaquant avec. Ah! Je suis comme « Oh, de vrai, oh, c'est intéressant! » Tu peux aussi frapper ton attaquant avec un hareng ou quelque chose comme ça. Joke de Suède! Joke de Suède! C'est la Scandinavie! Represent! Bon. Un hareng, non. Oh, comme le sketch de Monty Python, où tu frappes avec des poissons. Le fish slapping, oui, c'est ça. On fait des blagues maintenant, parce qu'on n'en fera pas tantôt. Non, on n'en fera pas du tout, fait qu'on se gâte. Voilà. Puis, mais là... Oui. Non, je t'ai coupé la parole. Non, je t'ai coupé, vas-y. J'allais te demander, est-ce que tu as un café à nous présenter? Après vous. Oui, bien sûr, j'ai un café à vous présenter. Penses-tu que je suis venue les poches vides? J'ai emmené un gros bac comme pour déménager non, je pensais chez vous, que Catherine allait emménager chez nous. J'étais pas contre, mais... J'avais beaucoup de stock à charrier chez Audrey aujourd'hui pour faire l'épisode. Et je vais vous présenter, en introduction, un café qui nous a été généreusement offert par un ami de mon chum, qui l'a rencontré dans son club de collectionneurs de montres. Yes, ils sont toujours à l'heure, ce monde-là. Sinon, tu as le droit de rire d'eux autres, parce que c'est bien la chose dans laquelle ils devraient être bons. Oui, à l'heure. Donc, on nous a offert un café Bourbon Rose qui nous a été gracieusement offert par le micro-torréfacteur Micro Espresso et le président, le PDG international du micro-torréfacteur est un collectionneur de montres qui est ami avec mon chum. Et il nous a offert ça parce que mon chum lui a dit que j'aimais les cafés audacieux. Et c'est effectivement vraiment très audacieux. Autant que dans Bridget Jones' Diary quand elle se présente au pique-nique familial habillée en Playboy Bunny. C'est aussi audacieux que ça. Non, mais c'est un café de la variété Bourbon Rose qui est connu pour son acidité et son goût fruité.
C'est un café qui a des notes de rose, de fraise et de pêche, et il s'appelle Pink Bourbon, il s'appelle Bourbon Rose. Donc c'est le micro-torréfacteur, je l'ai nommé, c'est Micro Espresso, Bourbon Rose. La torréfaction est légère, parce que c'est ça qui fait le plus ressortir les notes de fruits. C'est un café qui vient de la Colombie, et qui a été lavé par choc thermique. Fait que clairement qu'il l'a emmené au spa scandinave avant de le mettre dans le sac. Non, mais sérieusement, si vous cherchez un café vraiment audacieux, vraiment différent, pour déguster le café avec un air de raffinerie et de... Pas de raffinerie, mais tu sais, un air raffiné. Un air raffiné. Un air raffiné et un air sophistiqué, et non pas dans une tasse du Tim Hortons, ça, c'est parfait pour vous. Non, mais sérieusement, c'est un café qui est vraiment acide. C'est bon avec du sucre, parce que justement, ça va couper l'acidité, puis relever encore plus les notes de rose, de fraise et de pêche, les notes de fruits qui sont dans le café. C'est un café qui a une torréfaction qui est assez pâle, et donc ça va faire très beau l'été, dans un beau verre en vitre, avec une petite paille. Non, mais je suis sûre qu'un café glacé, ce serait excellent, avec un petit parasol. Et donc, on remercie Micro Espresso de nous avoir donné ce Bourbon Rose. C'est disponible sur leur site internet. Et vous pouvez aller vous en acheter tout de suite. On peut mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, bien sûr, on fait toujours ça. Je suis sûre que Micro Espresso, c'est le nom d'espion de Sabrina Carpenter. Oh, sans doute! Hey, j'avais même pas pensé à ça, mon Dieu. Ah, piou piou piou! J'ai pas passé la semaine à chanter la toune de Sabrina Carpenter et j'aurais vraiment dû. Oh là là. Une opportunité gâchée. Micro Espresso. J'avais tout le temps en tête, mais je connais pas les paroles, fait que dans ma tête, ça fait vraiment juste comme paparapi, paparapou, parilati, espresso. Ben, je dois dire que les paroles sont pas ben plus sophistiquées que ça. Ah, parfait. Les fans sont maintenant fâchés. Mais je pense qu'ils sont moins intenses que les fans de Taylor Swift. Ben là, je l'espère, mais je veux dire, si vous êtes fan de Sabrina Carpenter, s'il vous plaît, écrivez-nous pour nous expliquer pourquoi c'est une tune qui est bien écrite, ça, parce que c'est sérieusement pas mal dans les pires lyrics de chansons que j'ai vues depuis longtemps. Mais elle veut que tu te switch up comme un Nintendo. Oui, mais je veux dire, les rimes sont tellement cheap. Pour vrai, c'est épouvantable. C'est pas du bon songwriting, pantoute au niveau des paroles, là. C'est comme ça... Ça a pas de sens. Mon Dieu, on va être victime d'un acte terroriste des fans. Je sais! C'est rien contre Sabrina Carpenter, comme j'aime vraiment ça, mais genre, je vais pas aller dire que c'est bien écrit, non, ces c'est pas chansons-là. du strong songwriting. C'est pas du strong songwriting. Je pensais que t'allais nommer quelqu'un qui s'appelle, je sais pas... C'est pas Chapel Roan. C'est pas Chapel Roan, non, mais c'est bon Chapel Roan, mais oui. c'est ça. C'est pas les tunes dans Winnie the Pooh dont je te parlais l'autre jour. Ah, c'est vrai. Voilà. Donc, est-ce que t'es prête à écouter mon histoire de féminicide terrible? Oui. Je vais essayer d'arrêter de dire donc. Je porte mon emotional support chandail trop large. De Nine Inch Nails? Oui. C'est bon, c'est important. Aujourd'hui, je vais ainsi, au lieu de donc, conclure ma série sur les cas qui ont motivé 4 papas à créer l'AFPAD, l'Association des familles des personnes assassinées et disparues. Mes sources... Le rapport du coroner par rapport à la mort de Julie Surprenant, un épisode de l'émission Homicide qui jouait à Canal D dans le temps, qui est intitulé L'affaire Julie Surprenant. Puis moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler de ce cas quand j'étais petite, c'est en écoutant Canal D. Et finalement, un article de La Voix régionale Beauharnois-Salaberry au Saint-Laurent. Wow! Si j'étais eux, je changerais le nom du journal. Oui, et on peut faire ça plus court. Officiellement la dernière joke que je vais faire aujourd'hui. Non, mais sérieusement, c'est une histoire vraiment terrible. Et bon, trigger warning, on va parler de possibilités de violence sexuelle, on va parler de disparition, on va parler de gens peu... Recommandables, effectivement. Et donc, l'histoire commence le 15 novembre 1999. Et Julie Surprenant, une adolescente de 16 ans, quitte sa polyvalente, la polyvalente Armand Corbeil à Terrebonne, pour se diriger avec une amie vers la Maison des Jeunes. Elle a l'habitude d'y passer beaucoup de temps avec ses amis et elle est très impliquée dans la Maison des Jeunes. Donc elle participe à toutes les activités, elle organise toutes les parties. Non mais c'est ça. Shout out les Maisons des Jeunes. C'est une fille enjouée, Julie. Une fille enjouée et dynamique. Elle est dite appréciée de tout le monde. Elle a une sœur aînée qui s'appelle Andréane et leurs parents, Michel et Francine, sont séparés. Le soir du 15 novembre 1999, Julie doit passer la nuit chez son père, Michel. Quand il va se coucher, il se rend compte, par exemple, que Julie n'est pas encore rentrée. Il n'est pas alarmé parce que ça lui arrive d'aller dormir chez sa mère, à Julie, et d'oublier d'avertir son père. On est en 99 et que c'est pas une époque où tout le monde avait des téléphones et le téléphone scotché dans la main en permanence. On se rappelle. On s'en rappelle, on s'en souvient.
Par contre, le lendemain matin, le 16 novembre, lorsque la polyvalente appelle Michel Surprenant pour lui dire que Julie est absente de l'école, la panique embarque. Michel appelle la mère de Julie, il appelle l'école, de nouveau au cas où sa fille soit arrivée entre-temps, et finalement le chum de Julie, mais personne ne l'a vu. Michel continue à faire des vérifications toute la journée, mais personne n'a de nouvelles de sa fille. Alors, il contacte la police de Terrebonne à 17h45 pour signaler une disparition. La disparition de Julie Surprenant est immédiatement prise au sérieux. Il s'agit d'une jeune fille qui n'a pas de problème de comportement ni de santé mentale, qui se comporte bien en classe et qui ne consomme pas. Mettons qu'on pourrait faire ici un petit commentaire sur le fait que me semble que ça devrait toujours être pris au sérieux une disparition, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, la sienne, elle est immédiatement, justement, prise très au sérieux par la police et ça va très rapidement aussi prendre beaucoup d'ampleur dans les médias. On va en reparler un peu plus tard. Donc, le 17 novembre au matin, puis le lendemain du rapport officiel de disparition, là, ça a été premièrement rapporté à la police le 16, le lendemain, la police de Terrebonne constate qu'ils n'ont pas les effectifs pour mener à bien cette enquête, alors la Sûreté du Québec est appelée en renfort. L'enquêteur au crime contre la personne est Michel Tanguay. Donc, tout le monde s'appelle Michel dans cette histoire. OK. Roberto Bergeron est son bras droit. Roberto Bergeron. C'est un très beau nom. C'est un beau mix. Donc, Roberto et Michel Tanguay. Les deux mobilisent une cinquantaine de policiers pour ratisser les environs et questionner les voisins de Julie. Michel Surprenant se dit impressionné par l'ampleur que prennent les recherches, ce qui est une très bonne chose en soi. Oui. Et le soir du 17 novembre, ils en sont déjà à 80 policiers qui vont ratisser les alentours de la maison, de l'école, de la maison des jeunes, mais les recherches restent vaines. Le lendemain, la police revient à la charge en survolant les environs avec leur hélicoptère, en amenant des chiens pisteurs et en interrogeant toutes les personnes qui résident sur l'île Saint-Jean, qui était l'endroit où il y avait le domicile de Julie Surprenant. En 2 jours, les policiers réussissent à parler à tout le monde qui réside sur l'île. C'est quand même une petite île. J'en ai jamais entendu parler. Non, mais c'est pas... c'est ça, c'est proche de Terrebonne, mais c'est comme... tu traverses un pont par rapport à Terrebonne, puis l'île est là, me semble. Et la police est même allée jusqu'à fouiller tous les cabanons, tu sais, tout ce qu'ils pouvaient, là, pour être sûr. Et un quartier général de la police est installé dans la salle des témoins de Jéhovah, qui est située à proximité de l'arrêt d'autobus où Julie Surprenant a été vue pour la dernière fois. Dès le début des efforts policiers, Michel Surprenant insiste pour être présent avec les policiers, presque en tout temps. C'est une affaire assez inhabituelle, ça, parce qu'habituellement, la police essaie de garder la famille à distance de leur quartier général, de peur que la famille apprenne quelque chose entre les branches qui pourrait les heurter. Tu sais, genre, on a trouvé un cadavre mutilé affreusement, pis tout, là. C'est ça. Fait que, ils ont quand même permis à Michel Surprenant de quasiment camper dans le lobby du Centre des témoins de Jéhovah parce qu'il voulait vraiment être très, très impliqué. Il voulait être là sans arrêt et aider. Sa présence est dite gênante pour les policiers, mais il est rapidement écarté de la liste des suspects parce que, bien sûr, il était enquêté au début de cette affaire-là. Michel Surprenant est rapidement écarté de la liste des suspects possibles pour le détective Michel Tanguay, et donc sa présence ne pose pas vraiment de problème. Il faut juste faire attention, justement, de ne pas révéler des détails trop horribles si détails horribles il y a en sa présence. Avec raison. C'est ça. Donc, Michel Tanguay, le détective, et Michel Surprenant développent une très bonne relation pendant l'enquête, et ils tissent des liens, surtout parce que Michel Tanguay a une fille de 19 ans, donc qui est proche de l'âge de Julie. Et durant la première semaine, la police travaille des journées immenses, de 18 à 19 heures par jour, pour tout ratisser et tout fouiller. Ils sont bien au fait de l'urgence de la situation. La police commence à retracer les déplacements de Julie avant sa disparition. Le soir du 15 novembre, Julie quitte la polyvalente pour se rendre à la maison des jeunes, qui est située sur la rue Hauteville à Terrebonne. Julie et une de ses amies quittent ensuite la maison des jeunes ensemble, aux alentours de 20h30, et vont prendre l'autobus ensemble. C'est l'autobus numéro 8. L'ami de Julie débarque à l'arrêt situé au coin des rues Vaillant et des Seigneurs, et Julie continue son trajet en autobus, fidèle à son habitude, jusqu'aux Galeries de Terrebonne, un centre commercial, pour y prendre un autre autobus, la 25A. Au jour 2 de la recherche policière, la police fait appel aux médias pour trouver les 16 passagers qui étaient dans l'autobus avec Julie Surprenant, à partir du moment où elle a changé de bus pour prendre la 25A et se rendre chez elle. Les médias ont tous les détails avec beaucoup de précision. C'est l'autobus 25A, le trajet qui a arrêté aux Galeries de Terrebonne à 20h52 le soir du 15 novembre. Le premier témoin de l'autobus se manifeste après quelques jours, et c'est relaté sur les ondes de Radio-Canada, une semaine après la disparition de Julie. Et finalement,
il y a uniquement la moitié des gens qui étaient présents dans l'autobus ce soir-là qui vont se manifester à la police. Le conducteur du bus, par exemple, lui, va appeler la police très vite pour leur donner tous les détails par rapport à ce qui s'est passé ce soir-là, et il fournit aux policiers une piste assez intrigante. Le chauffeur raconte qu'il a fait monter Julie à 20h52 dans son autobus, aux Galeries de Terrebonne. Il se souvient bien d'elle parce que son trajet était très court, mais aussi parce qu'elle s'est assise à l'avant et a discuté avec lui pendant le chemin. Elle est descendue à son arrêt à l'île Saint-Jean à 20h56, qu'elle a fait seulement 4 minutes de bus. Oh. Dans l'abribus se trouvait alors un homme. Le chauffeur lui a demandé s'il voulait monter, mais celui-ci lui a fait signe de continuer son chemin. Pour le chauffeur, c'était étrange parce qu'il conduisait l'autobus qui faisait le dernier trajet de la soirée à passer à cet arrêt-là. Fait qu'il n'y avait pas d'autres autobus qui passaient à ce... Non, c'est ça. Fait que si l'homme était là, le chauffeur se disait, c'est sans doute parce qu'il m'attend, parce qu'après ça, il n'y a plus d'autres autobus qui vont passer ici. Il n'y a pas d'autre raison d'être dans l'abribus. Avec l'aide du brave chauffeur d'autobus, la police réussit à faire un portrait robot de l'homme qui était à l'arrêt à l'île Saint-Jean. C'est un individu caucasien portant un cache-cou qui cachait son cou, ainsi que... Voir que j'ai écrit ça. Je suis désolée. Pas faire un commentaire. Un cache-cou qui cachait son cou. Wow, il faisait sa job! Wow! Mais non, je pense qu'il cachait peut-être sa bouche aussi. C'est sans doute ça que je voulais dire. Mais il portait aussi une casquette des Yankees, l'équipe de baseball. C'est un Américain. Peut-être. Ou un touriste. Mais c'était une casquette des Yankees qui était rouge vif, ce que je trouve qui est un détail particulier, parce qu'habituellement, ils sont bleu marin. Bleu ou blanche? Ou blanche? Oui, parce que c'est bleu vrai. quand il joue local, blanc quand il joue à l'étranger, comme le chandail des Canadiens. Il est rouge ici, puis blanc à l'étranger. Je ne connais pas le sport, est-ce que ça paraît? Oui, je suis en couple avec un sportif, est-ce que ça paraît? Oui, ça paraît! Mais le chauffeur d'autobus, my God, quelle mémoire! Ouais. Parce qu'en tant que personne qui manque souvent son arrêt parce que je lis trop... Oui. Je suis comme, oh non, posez-moi pas de questions. Ben non, mais en même temps, tu sais, c'est étrange à dire, mais Julie, surprenant, a vraiment fait la chose qui est tout indiquée. Si tu voyages seule la nuit, non, si tu t'assois en avant de l'autobus, tu parles avec le chauffeur. Non, quand je prends l'autobus tard, je m'assois plus vers l'avant de l'autobus, puis comme, je texte mon chum comme, OK, on part maintenant, puis comme, selon l'application chrono, je vais débarquer à telle heure. Oui. Fait que, comme mon chum, il sait où est-ce que je suis, puis je lis pas le soir dans l'autobus, là. J'ai le regard vraiment fixé vers l'avant, parce que ça m'est déjà arrivé que tard le soir, j'étais la seule femme dans l'autobus. J'ai pas aimé ça. Non, je comprends. Si tu manques ton arrêt, c'est plus difficile de... Non, mais là... pas de retracer tes pas, mais d'attendre un autobus qui va dans l'autre direction, mettons. Non, mais tu sais, quand je dis je manque mon arrêt, comme la manière que c'est fait, chez nous, il y a comme 2 arrêts que je peux prendre techniquement, puis comme souvent, je manque le premier, puis je prends le deuxième. C'est pas la fin du monde, là, c'est plus parce que je suis dans ma tête un peu, mais tu sais, le soir, je suis plus laser focus. C'est une bonne chose, tu fais bien. Mais donc, grâce au chauffeur d'autobus qui avait une mémoire incroyable, ils ont un portrait robot, et le portrait est aussitôt diffusé dans les médias. Et selon Roberto Bergeron, le bras droit du détective Tanguay, je sais pas pourquoi ça disait le bras droit du détective Tanguay dans comme toutes mes sources, mais il devait être un détective, lui aussi. Oui, je suis comme, il est comme lieutenant détective. On va lui redonner ses lettres de noblesse. Ah, exactement. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, selon le possiblement détective Roberto Bergeron, le fait d'impliquer les médias dans une histoire non résolue est un couteau à double tranchant. Ça permet à la police d'atteindre un public plus large et ça encourage les témoins potentiels à se manifester. Mais ça peut aussi permettre aux criminels de savoir que la police est sur leurs traces. Et les astrologues les appellent. Et les astrologues, ah oui, ben tous les gens qui ont une petite arnaque à faire passer par la bande, une petite fraude. Mais non, c'est ça peut permettre aux criminels de savoir que la police est sur leurs traces et aussi de savoir où en est la police. Parce que si tu es un criminel et que là, ils diffusent un portrait robot et que ça te ressemble pas du tout, tu te dis, OK, ben j'ai encore du temps. Tu sais, ils sont dans le champ. À part ce que le chauffeur de... Oui? Il y a une blague là-dessus, si tu me permets un petit moment de légèreté. Tu sais, par rapport à Luigi Mangione, le passé. Mais il y a un humoriste qui a fait un numéro sur quand ils ont publié les photos qui avaient été prises par des caméras de surveillance avant qu'on trouve c'était qui avait fait ça. Puis on le voyait avec son manteau vert puis son cache-cou qui cachait son cou. Qui cachait son cou, oui. Puis à New York, il y a eu un concours de personnes qui ressemblaient
au suspect dans l'affaire de l'assassinat du CEO. Mais l'humoriste en question, il est noir. Puis il a dit comme « White people, vous êtes tellement confortables avec la police, you racially profiled yourselves. » Oui! Ce qui était comme nous, c'est pas comme « Ah, il y a un bandana rouge, je vais brûler toutes mes bandanas rouges. » Oui! Non, c'est quand Vous, même... les white people, vous avez pas peur, vous avez pas la même relation avec la police, hein? Non, c'est J'avais ça. trouvé ça très drôle quand il a dit « You racially profiled yourselves. » Mais c'est très... En tout cas, on s'en va vers une class war, là. On s'en va vers Yes. une guerre des classes sociales aux États-Unis, puis c'est peut-être de ça qu'ils ont besoin. Oui, je pense qu'ils en ont besoin. Parce que les riches sont trop riches. Et il faut manger les riches. Tu l'as comme dit, le pardi. slogan. Je sais bien! Alors, à part ce que le chauffeur d'autobus a appris à la police, d'autres témoins se manifestent et affirment avoir vu vers 21h le soir du 15 novembre 2 silhouettes se diriger vers le bloc appartement où Julie habitait avec son père. Julie et son père, ils vivaient dans un appartement au rez-de-chaussée du duplex. C'était sur la rue de Castille, à l'île Saint-Jean. Pour s'y rendre, à partir de l'arrêt d'autobus, on peut prendre la rue ou un raccourci en traversant la bretelle d'autoroute, qui est la rue Paquette, et en passant par la clôture derrière un édifice des appartements. Parce que l'arrêt de bus est situé comme sur le côté d'un... Je suis pas sûre si c'est un boulevard, mais d'une route qui est très passante. Il y a une petite bretelle, puis on peut couper par là et traverser un champ, puis passer par la clôture. Ou sinon, on suit la plus grande rue, mais c'est quand même 5-10 minutes de plus à pied. Okay. Fait que c'est quand même un détour, disons, de passer par un chemin qui est plus conventionnel. Donc, l'appartement de Julie et son père est situé à 50 mètres seulement de l'arrêt d'autobus, d'où le fait que ça peut être intéressant de prendre un raccourci plutôt que de passer par la vraie rue. Finalement, la police arrive aussi à parler au chum de Julie. Celui-ci dit avoir essayé de rejoindre Julie à 21h45, le 15 novembre, mais il n'a pas réussi. Et Par à ce téléphone ou en personne? Non, par téléphone, parce qu'à ce moment-là, le chum de Julie, il est chez lui à Montréal. Mais Julie et lui avaient convenu qu'il viendrait passer la nuit avec elle chez son père, mais là, il n'arrive pas à la rejoindre, alors il attend un peu. Il la rappelle 1 heure plus tard, il n'y a toujours pas de réponse, alors il décide d'aller se coucher. Parce qu'elle est à Terrebonne, lui est à Montréal, fait que c'est sûrement qu'il attendait qu'elle revienne de la maison des jeunes Ouais. pour prendre son autobus ou, tu sais, prendre sa voiture pour se rendre à Terrebonne. Mais Julie avait un cellulaire? Je pense peut-être qu'il a appelé à la maison, ça c'est Ok. c'est pas un détail que j'ai noté malheureusement. Non, c'est parce qu'en 99, il commençait à avoir les cellulaires, mais... Ben si elle avait eu un cellulaire, il l'aurait appelé avant. Ouais. Ou elle l'aurait appelé en quittant la Ouais. maison des jeunes, mettons, ce qui est pas arrivé. Ça signifie que la disparition de Julie Surprenant a été vraiment rapide. Ça s'est passé entre 20h56, moment où elle a descendu de l'autobus pour se rendre chez elle, et 21h45, quand son chum a essayé de l'appeler pour la première fois et qu'elle n'a pas répondu. Les voisins de Julie et les autres habitants de l'île Saint-Jean identifient rapidement à la police des témoins potentiels. Pardon, des suspects potentiels. Pas du tout le même mot. Je me suis trompée, désolée. Donc, les voisins de Julie et les autres habitants de l'île Saint-Jean identifient rapidement à la police des suspects potentiels, soit des gens qui ont un dossier d'agression sexuelle, entre autres. Ceux-ci sont convoqués en entrevue et la plupart passent des polygraphes. On sait aujourd'hui que les polygraphes, c'est pas particulièrement fiable et ce n'est pas une preuve qui est admissible en cours, mais ça fait quand même souvent partie des procédures policières parce que justement, le commun des mortels n'est pas nécessairement au courant que c'est pas très fiable comme preuve, mettons, et ça peut inciter les criminels peut-être à passer à table, d'avoir peur de s'être fait coincer par un détecteur de mensonges, tu sais. Donc, un à un, les suspects potentiels sont éliminés, soit en raison de leur alibi ou de la corroboration des données par des témoins indépendants. Donc, c'est ça. Il y avait des alibis qui ont été corroborés par des gens. Les médias, je l'ai dit, sont rapidement très impliqués dans l'affaire. Ça fait partie de la stratégie de Michel Surprenant, le père de Julie, qui affirme lui-même aux journalistes qu'il est rongé par l'inquiétude et ne comprend même pas comment il fait pour tenir encore debout. Effectivement. Pour Michel, la disparition de Julie est un tourbillon d'émotions. Il est résolu à ne jamais baisser les bras et à tout donner pour retrouver sa fille chérie. À Patrick Lagacé, journaliste à la presse, il dit aussi qu'il se demande pourquoi une chose comme ça leur arrive à eux. Ça ne faisait pas très longtemps que Julie vivait avec lui quand elle a disparu. En fait, elle avait décidé de lui faire un cadeau de fête à la fête des pères et de venir vivre avec lui à temps plein. C'était une belle surprise pour lui. Leur relation était douce et amicale. Et la cohabitation se passait à merveille. Et puis, tout à coup, Julie disparaît. Michel Surprenant est prêt à tout pour retrouver sa fille, et pour ça, il faut éviter que l'enquête tombe dans l'oubli.
Pour lui, c'est ça l'avantage des médias. Plus les gens parlent de Julie, plus il a des chances de la retrouver. Peu importe s'il peut y avoir, mettons, des inconvénients par rapport aux criminels qui pourraient suivre l'affaire dans les médias. Grâce au travail acharné de Michel Surprenant et à la médiatisation de l'affaire, une récompense est amassée grâce à des dons du réseau Enfants Retour de Jeunesse au Soleil et de donateurs anonymes. 50 000 $ est offert à quiconque pourra fournir des renseignements permettant de retrouver Julie. Des milliers d'affiches sont imprimées et collées un peu partout, et l'avis de recherche de Julie est affiché sur les billboards aux abords des grandes artères dans la région de Terrebonne, dans la région de Montréal. Selon Michel Tanguay, l'affaire Julie Surprenant, Michel Tanguay c'est le détective, Oui. t'en rappelles-tu? Oui, je suis. D'accord. L'affaire Julie Surprenant était la première à être médiatisée avec autant d'ampleur. Et c'est un peu un catalyseur qui a permis à la police d'affiner la manière dont elle travaille avec les médias, ce qui a amené à des rapports beaucoup plus harmonieux et organiques entre eux. Parce que la police et les journalistes ne sont pas toujours de grands amis. Non, on l'a vu dans District 31. Oui, on l'a vu dans District 31. Et pourtant, malgré tout ce bon travail et cette belle collaboration entre la police et les journalistes, l'enquête stagne rapidement. Mis à part ce que je vous ai raconté tantôt, la police n'apprend rien de plus concernant la disparition de Julie Surprenant. Il n'y a pas de scène de crime à proprement parler, pas d'indices, pas de preuves. Comme dirait Claude Poirier, une scène de crime, ça parle. Mais là, il n'y a pas de scène de crime. Pour cette raison, et parce que la police n'a toujours pas réussi à identifier l'homme qui a refusé de monter à bord de la 25A le soir du 15 novembre, la police annonce à Michel Surprenant, après une dizaine de jours sur le terrain, qu'ils doivent restreindre leurs efforts et se retirer. Un ami suggère alors à Michel Surprenant d'organiser une battue. Pour lui, ça semble être une bonne façon de stimuler l'enquête. Si de nouveaux éléments sont soulevés, la police sera obligée de traiter l'information. La battue s'organise avec des organismes comme Sauvetage Canada, Québec Secours, l'Association de sauvetage canin des Laurentides et le groupe de recherche et de sauvetage de la Rive-Sud. Je savais même pas que ces groupes-là existaient. Ils existent et ils sont là pour nous aider. Comme Bernard et Bianca. Oh! SOS Société. Il y a comme 2 personnes qui comprennent de quoi qu'on parle. Toutes des mamans. Toutes des mamans. Bernard et Bianca! Des bénévoles s'impliquent aussi, dont des citoyens ordinaires, bien sûr, les voisins, les amis, des secouristes et aussi des étudiants en technique policière. La première journée de la battue, ils sont 300. C'est le samedi. Et le lendemain, le dimanche, ils sont 350 déjà. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se joindre aux efforts pour retrouver Julie. On a dit à Michel Surprenant que c'était le plus gros effort déployé à date pour retrouver une personne disparue. Au début de la semaine suivante, des plongeurs de la SQ sont appelés et ils fouillent la rivière des Mille-Îles. Comme la battue, c'est un effort qui n'amène aucune nouvelle information. Fait que j'avais raison avec mon affaire de rivière, là. Fait que c'est comme dans la rivière des Mille-Îles, en dessous de Terrebonne. Parfait. Tu sais, dans les points cardinaux, en haut, en dessous, puis à côté, puis à côté. De Terrebonne. De Terrebonne. Ouais. C'est ça. Mais donc, les plongeurs fouillent la rivière des Mille-Îles, mais ça n'apporte aucune nouvelle information, malheureusement. Même si la police n'est plus toujours présente sur les lieux, Michel Tanguay, le détective, et son équipe travaillent encore sur la disparition. Ils traitent, dans les temps qui suivent, 1400 informations différentes qui sont communiquées à la police. La plupart prennent quelques minutes à régler et à éliminer, mais ça soulève toujours un doute. Et si l'information n'avait pas été traitée comme il faut? Alors tout est checké, double-checké, triple-checké. Selon Roberto Bergeron, toutes les ressources possibles sont mobilisées pour retrouver Julie, mais malgré cela, graduellement, l'enquête ne peut que se fatiguer, parce qu'aucune nouvelle information pertinente n'est soulevée. L'équipe de policiers est réduite à 25, puis 15. Et 1 an plus tard, l'enquête est encore ouverte. La théorie la plus répandue alors est que Julie a été tuée et jetée dans la rivière des Mille-Îles, dont le courant est très fort en novembre, ce qui a permis à son corps de disparaître avant que les plongeurs de la SQ ne soient appelés. Ce qui a quand même pris, je veux dire, ça n'a même pas pris 2 semaines avant que les plongeurs arrivent. Mais à cause justement de la vitesse du courant, de la force du courant à cet endroit-là, c'est possible qu'effectivement, ce soit comme ça que son corps ait disparu. Même si la police a éventuellement éliminé les agresseurs sexuels de l'île Saint-Jean, l'hypothèse du crime à motivation sexuelle continue d'être retenue au sein de la Sûreté du Québec. Selon le journaliste Michel Auger... Oh mon Dieu, il y a tellement de Michel dans cette histoire-là! Oui, on va faire un moratoire, là. Aïe aïe, ok. Selon le journaliste Michel Auger, dans la plupart des cas, les crimes sexuels sont commis par des gens qui se trouvent dans l'entourage de la victime, ce qui est une chose qu'on sait. Oui. Ce sont des drames familiaux, des voisins ou des pédophiles qui passent beaucoup de temps dans le voisinage pour bien apprendre à connaître l'endroit et connaître les gens qui y habitent. Des habitudes. C'est ça.
Michel Tanguay, le détective, est d'accord. Parce que là, on a Michel Surprenant, le père, Michel Tanguay, le détective, Michel Auger, le journaliste. Donc, Tanguay, détective, est d'accord. Pour lui, la solution à l'histoire de Julie Surprenant est proche, sans doute à genre un bras de distance. C'est un casse-tête, dit-il. Le casse-tête n'est pas fini, il manque encore ce morceau-là. Justement, en février 2001, la police annonce aux médias qu'ils ont un suspect dans le collimateur. Le voisin d'en haut de ce Surprenant, Richard Bouillon. Michel Surprenant l'a identifié au début de l'enquête comme un suspect potentiel. Non, j'ai mal au cœur. C'est un monsieur désagréable avec qui les Surprenants ne voulaient pas avoir de rapport. Il était, selon Michel Surprenant, très imbu de lui-même et pas très propre de sa personne. Bouillon a été interrogé par la police et s'est contredit à plusieurs reprises dans son témoignage, mais ce n'était pas assez incriminant pour l'arrêter. La police a aussi fait une perquisition chez lui et a trouvé des traces de sang dans sa voiture, chez lui et sur ses semelles de souliers. On va y revenir. Ah, je suis pas bien. Il a vécu en dessous de la personne tout ce temps. Mais qui est-il, Richard Bouillon? Un esti. À part quelqu'un que... C'est Michel Surprenant qui a dit qu'il était pas propre de sa personne, c'est pas moi. Je vous rapporte les paroles de quelqu'un d'autre. Mais donc, qui est-il, Richard Bouillon? C'est dans le risque de médire, il est ce qu'on appelle un homme dangereux. Laissez-moi vous partager ses antécédents tels que listés dans le rapport du coroner. En 1974, il a fait des tentatives au pluriel, plusieurs tentatives d'agression sexuelle et d'attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur, comme s'exposer. Je pense que oui. Je pense qu'attentat à la pudeur, c'est s'exposer, mais aussi comme essayer de solliciter peut-être. Des gens, surtout des jeunes. C'est ça dans ma tête, l'attentat à la pudeur. En 1977, il a eu des accusations d'actions indécentes. En fait, ça doit être des condamnations parce que tout ça s'est retrouvé dans le rapport du coroner. Fait que j'imagine que c'est pas il y a des traces. Là. Oui, c'est ça. J'imagine que c'est pas des accusations qui ont été abandonnées par la suite. En 1979, il a été arrêté pour possession de stupéfiants et pour vol. C'est le moins pire, ça. En 85 et 87, il a été arrêté d'autres fois pour vol. En 88, il a été arrêté pour méfaits et menaces. Et en 90, pour agression sexuelle au pluriel. Et finalement, en 99, pour proxénétisme. Il était en probation pour proxénétisme au moment de la disparition de Julie Surprenant. Selon Michel Surprenant, Bouillon a aussi fait de courts séjours en prison pour des délits liés à la violence conjugale. Il a aussi un diagnostic de psychopathie. En tout cas, c'est un homme dangereux. Qu'est-ce que cette personne faisait en liberté? Qu'est-ce que cette personne faisait dans un appartement qui n'est pas d'une maison de transition avec surveillance? Il était en probation. Je n'ai rien de plus à commenter là-dessus. Ma face de Mona Lisa veut tout dire. Oui. En novembre 1999, Bouillon avait 45 ans. En février 2001, la police procède à l'arrestation de Richard Bouillon. Son nom circulait dans les médias parce que, justement, la police avait déclaré qu'il était suspect dans l'affaire de Julie Surprenant et ça a incité son ex-belle-fille à se manifester et à porter des accusations contre lui pour agression sexuelle. Et c'est pour ça qu'il a été arrêté, finalement, par la SQ. En interrogatoire avec la Sûreté du Québec, dont des extraits de l'interrogatoire sont diffusés dans l'épisode d'Homicide, Richard Bouillon est, comme nous l'avait annoncé ce cher Michel Surprenant, pas mal imbu de lui-même et désagréable. Il nie avoir fait du mal à son ex-belle-fille qui a porté plainte contre lui pour agression sexuelle. Il blâme tout le monde et refuse de prendre la responsabilité de ses actions. Il est arrogant et bête avec les policiers. Dès que la police mentionne Julie Surprenant, Bouillon dit qu'il veut arrêter l'entrevue. Il dit que c'est un, je le cite, « hostie de coups montés ». Si la police arrive à déposer des chefs d'accusation contre lui pour les agressions subies par son ex-belle-fille, elle n'arrive tout de même pas à lui faire admettre quoi que ce soit concernant ce qui est arrivé à Julie Surprenant. La police explique par la suite que ce n'était pas le seul délinquant sexuel à être travaillé, entre gros guillemets. Donc, c'était pas le seul délinquant sexuel qui était dans la mire de la police. Et là, il avait réussi à arrêter Richard Bouillon parce qu'il y avait eu des accusations qui avaient été portées contre lui pour une autre affaire, et c'est leur prétexte pour l'amener et le questionner. Mais la police ne veut pas s'acharner sur ces autres suspects potentiels-là. Parce que justement, l'acharnement, on veut pas que ça mène à, mettons, des fausses confessions ou des affaires comme ça. Il y a des incartades qui sont possibles. La police a bien fait sa job dans ce cas-là.
Pour des raisons éthiques, il refuse donc de s'acharner contre Richard Bouillon, mais les médias n'ont pas la même retenue que nos chers Tanguay et Bergeron, nos détectives étoiles. Et dans les médias, l'affaire Julie Surprenant devient très rapidement aussi l'affaire Richard Bouillon. Celui-ci se sent taraudé par les médias et c'est pourquoi il communique avec le journaliste Claude Poirier de SCAT pour lui parler en privé. Claude Poirier rencontre Richard Bouillon dans un restaurant. Celui-ci nie avoir quoi que ce soit à voir avec la disparition de Julie Surprenant. Il explique que, le soir de la disparition, il était allé souper avec sa mère et puis il est rentré chez lui avec son neveu à 20h45. Il raconte à Claude Poirier qu'il a entendu Julie rentrer et qu'ensuite, selon lui, ça brassait dans l'appartement d'en dessous. Bouillon dit qu'il pensait que Michel Surprenant était à la maison ce soir-là, mais qu'il n'était pas certain de ça. Le problème avec son histoire, c'est que si Bouillon pense que c'est un alibi, ça n'en est pas vraiment un, parce qu'auparavant, il avait affirmé à un journaliste du Journal de Montréal qu'il était en voyage en Corse au moment de la disparition de Julie. Une erreur qu'on fait tout le temps. Ben ouais, j'étais chez nous ou j'étais sur un autre continent? Je sais pas, je suis plus sûre. Non, j'étais peut-être en Italie hier, ça se pourrait, tu sais. J'ai mangé du spaghetti, c'est possible. Oui, Italie, Brossard, même chose. Même combat. Ça se ressemble. Les Italiens viennent de faire une crise cardiaque. Le Colisée, le Maï Carnaval. Ah, c'est la même affaire. Même affaire. Pareil. Donc, Poirier lui demande à Bouillon s'il serait prêt à passer un polygraphe. Bouillon dit oui, mais au moment de le faire, il se rétracte. Bouillon dit aussi à Claude Poirier que l'affaire du sang dans sa voiture et sur ses semelles, c'est parce qu'il est un amateur de chasse et pêche et qu'il s'agit du sang de poisson. Et justement, en mars 2001, des analyses de traces de sang sont enfin conclues et c'est effectivement du sang de poisson. Pas le signe astrologique. Non. Lorsque le nom de Richard Bouillon a été révélé aux médias, ben, sa belle-fille, comme j'ai dit, a décidé de se manifester puis de porter plainte contre lui. Ici, trigger warning, détail d'agression sexuelle. Mm-hmm. La belle-fille de Richard Bouillon dit avoir été agressée à plusieurs reprises par Bouillon, et on soupçonne qu'il lui donnait des somnifères dans des breuvages pour pouvoir l'agresser. Oh, la méthode! La méthode Pellico. Oui, c'est ça, effectivement, c'est la méthode Pellico. Elle se rappelle de rien, mais cette jeune fille-là, elle savait qu'elle avait été agressée parce qu'elle se réveillait avec du lubrifiant sur les cuisses. Oh! Et les parties intimes. Non. Mm-hmm. Oh. Et donc, elle porte plainte à la police, et bien vite, plusieurs autres ex-conjointes et membres de leur entourage se manifestent, et c'est ce qui permet à la Sûreté du Québec d'arrêter ce gros dégueu. Qui n'aurait jamais dû être en liberté. Non, qui n'aurait jamais dû être en liberté, mais c'est un terme officiel de la police, ce gros dégueu. Ah oui. Oui, et la police réussit, grâce à toutes ces femmes très braves qui se sont manifestées, à coller 15 chefs d'accusation contre Richard Bouillon, toutes pour agression sexuelle. Et en passant, si je dis un gros dégueu, ce n'est pas de la grossophobie. Non. C'est une référence à la grosseur des dégueulasseries qui ont été commises par ce gars-là. Exactement. C'est un terme de dimension d'acte. Dimension de dégueulasse. Exactement. Dimension de cruauté. Voilà. C'est sa cruauté qui est grosse. Et donc, même si ce n'est pas pour l'affaire Julie Surprenant, Richard Bouillon se retrouve en procès. Son procès se déroule à l'automne 2001 et Michel Surprenant assiste un peu au procès. Parce qu'il sait que Richard Bouillon, c'est son ancien voisin, puis qu'il aussi était un suspect potentiel. T'sais. Il assiste un peu au procès et tout de suite, ça le dégoûte. Il dit qu'il en a assez de Richard Bouillon. De toute manière, ce n'est pas un procès pour sa fille. Le procès de Richard Bouillon est hyper médiatisé et la police espère que ça va inciter le public à livrer encore plus d'informations sur lui, ou même inciter Bouillon à passer à table. En mars 2002, après plusieurs mois de procédure et une longue délibération, Richard Bouillon est trouvé coupable de 7 des 15 chefs d'accusation d'agression et de possession de drogue qui pesaient contre lui, parce qu'il droguait ses victimes, comme on l'a dit. En cours, on demande à ce qu'il soit déclaré un délinquant dangereux, ce qui va être fait. Yeah! Première bonne décision dans cette histoire. Et là, est-ce qu'ils vont mettre une plante dans sa cellule? Non. Ah, d'accord. J'avais justement écrit dans mon script « yé », mais pas « yé ». Parce que Richard Bouillon ne purgera pas une aussi longue peine de prison que ce qui aurait été juste dans son cas. On fait un saut dans le temps, on se ramasse en juillet 2006. L'affaire Julie Surprenant est un peu tombée à plat. La police espère toujours faire passer Bouillon aux aveux, mais ça n'arrive pas. Bouillon, par contre, va revenir à l'avant-plan de notre histoire. Il est encore en prison,
et il a été transféré à la Cité de la Santé à Laval parce qu'il est en train de mourir d'un cancer. Sa mère contacte Claude Poirier, lui disant que son fils veut lui parler encore une fois. Par contre, les agents qui surveillent Bouillon lui interdisent d'avoir tout contact avec le journaliste dorénavant. S'il ne peut pas se confier au journaliste, Bouillon décide de le faire à une infirmière. Il faudrait faire un peu de contexte ici parce que c'est important de dire que Bouillon est surveillé sans arrêt par des gardes de l'établissement Leclerc, qui était l'établissement carcéral où il était incarcéré. Les gardes sont toujours dans sa chambre ou dans l'antichambre, qui mène à sa chambre, et Bouillon est menotté à son lit, à la demande du personnel infirmier qui est vraiment très mal à l'aise par sa présence. Dans le rapport du coroner, il est mentionné qu'un témoin à l'enquête, sans doute un membre du personnel hospitalier, l'enquête du coroner, a qualifié Bouillon de personnage effrayant et a dit qu'il avait un regard à faire peur. Pourtant, un soir, une infirmière auxiliaire nommée Annick Prudhomme se retrouve seule avec Bouillon, et celui-ci veut vraiment lui parler. Il lui raconte qu'il est responsable d'avoir agressé plusieurs garçons et plusieurs filles, et que c'est lui qui a enlevé, agressé et tué Julie Surprenant. Il dit s'être débarrassé du corps en le mettant dans un sac de sport qu'il a lesté avec des briques et des pierres et qu'il a ensuite jeté dans la rivière des Mille-Îles, près de l'église de Terrebonne. Bouillon demande encore une fois à parler à Claude Poirier. Annick Prudhomme va aussitôt voir sa supérieure et lui raconte tout ce que Richard Bouillon vient de lui dire, y compris sa demande concernant le journaliste Claude Poirier. Annick dit ne pas savoir demander plus de détails à Bouillon parce qu'elle se sentait mal à l'aise d'interagir avec lui, avec raison. Avec raison, j'étais venue vous donner une petite piqûre. Mais elle lui a aussi pas non plus demandé plus de détails parce que les gardiens de prison demandaient au personnel de l'hôpital de ne pas parler avec les détenus. Malgré cela, une autre employée de l'hôpital, la préposée aux bénéficiaires Joanne Dubois, entend aussi les aveux de Bouillon. Il lui aurait dit, et je cite Joanne Dubois, « Il m'a dit, c'est moi qui l'ai tué, Julie. » Les infirmières parlent entre elles de la confession de Bouillon et tout le monde prend pour acquis que la rencontre entre Bouillon et Claude Poirier aura lieu. Mais elles se trompent toutes. Mais là, il n'est pas sous surveillance constante, Bouillon. Oui, et selon le rapport du coroner, le journal de bord des agents correctionnels ne fait aucune mention de ses aveux, ni de sa demande de rencontrer Claude Poirier. En revanche, selon le coroner, les témoignages à l'enquête du coroner des mesdames Prudhomme et Dubois étaient crédibles. Le fait que l'information ne se retrouve pas dans les journaux des gardiens est peut-être attribuable à l'idée que ceux-ci étaient sans doute un peu laxes dans leur surveillance de Bouillon, qui était, après tout, en phase vraiment terminale et menotté à un lit. C'est qu'ils ont peut-être slacké un peu. C'était la théorie dans l'enquête du coroner. Il y avait aussi des caméras de surveillance, mais il n'y avait pas d'enregistrement sonore. Alors, malheureusement, on ne peut pas confirmer ce que les deux employés hospitalières ont dit quant aux aveux de Richard Bouillon. Richard Bouillon meurt le 21 juin 2006. Dans les jours qui suivent, selon le rapport d'une agente correctionnelle, la police vient rencontrer un co-détenu qui pourrait aussi avoir reçu les aveux de Bouillon. Le détenu est interrogé le 24 juin 2006, entre 11h50 et 14h, et il apprend à la police que Richard Bouillon lui aurait raconté avoir commis plusieurs agressions en compagnie d'un complice, dont celle de Julie Surprenant. Selon cette version, par contre, Bouillon et son complice auraient disposé du corps de Julie plusieurs jours après sa mort, près de l'ancien pénitencier de Terrebonne et non pas près de l'église de Terrebonne. J'ai fait une petite recherche et je n'ai pas pantoute réussi à déterminer ce que c'était l'ancien pénitencier de Terrebonne. Il y a Saint-Vincent-de-Paul à Laval et les pénitenciers Archambault, mais j'en ai pas trouvé qui était à Terrebonne, fait que je sais pas si l'endroit où il y aurait possiblement, il se serait débarrassé du corps dans les aveux qui ont été faits aux co-détenus, dans les aveux qui ont été faits aux co-détenus et dans les aveux faits au personnel hospitalier, si les deux endroits sont très éloignés ou s'ils sont rapprochés. J'ai pas réussi à déterminer ça. Les gens de Terrebonne, on vous écoute. Oui. Dans tous les cas, l'affaire va en rester là jusqu'en 2011. En 2011, Annick Prudhomme tombe à la télévision sur un reportage sur la disparition de Julie Surprenant. Et c'est en écoutant ce reportage qu'elle apprend que Richard Bouillon n'a jamais eu la chance de se confesser à Claude Poirier sur son lit de mort. Alors, elle décide d'aller à l'émission de radio de Claude Poirier pour lui raconter ce que Bouillon lui avait dit. À ce moment-là,
L'affaire Julie Surprenant revient une fois de plus à l'avant-plan dans les médias et c'est le coroner qui est mandaté à ce moment-là d'ouvrir une enquête. C'est de ce rapport de coroner-là qui a été fait en 2011, soit 5 ans après la mort de Bouillon, mais aussi 12 ans après la disparition de Julie Surprenant, que viennent la plupart des informations. Parce que lui a retracé tout le travail de la police et a aussi parlé justement de tous les antécédents, tout le vécu de Richard Bouillon, puis c'est ça, la plupart des informations ici viennent de cette source-là. Des nouvelles fouilles ont lieu dans la rivière des Mille-Îles, proche de l'église de Terrebonne, mais aussi de l'ancien pénitencier. Selon Claude Poirier, à ce stade-ci, il y aurait eu 5 ou 6 rencontres avec Bouillon, selon ses dires, mais il n'y aurait jamais eu de confession à proprement parler. Par contre, selon Claude Poirier, il y a un doute qui plane quant à la culpabilité de Bouillon, et Claude Poirier n'est pas convaincu qu'il est réellement impliqué là-dedans. Pour lui, selon lui, c'est pour ça que Bouillon ne lui a jamais vraiment fait d'aveu, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi il aurait fait des aveux sur son lit de mort aux infirmières. Je vais vous laisser vous faire une tête par rapport à ça. Suite au passage d'Annick Prudhomme à la radio, la police ouvre de nouveau l'enquête sur la disparition de Julie Surprenant. La rivière des Mille-Îles est ratissée les 28 et 29 septembre et tout le lit de la rivière est scruté par des plongeurs, mais ni le corps de Julie ni de nouveaux indices ne sont découverts. En parallèle, c'est la coroner Catherine Rudel-Tessier qui est mandatée de mener une enquête, et son rapport est finalement publié l'année suivante. À la fin de son rapport, Maître Rudel-Tessier fait état de 2 questions importantes soulevées durant l'enquête et qui ont fait l'objet de commentaires de la part des procureurs et de Michel Surprenant aussi. Soit la portée du secret professionnel et l'accès du public aux renseignements concernant les délinquants sexuels. Commençons par la question du secret professionnel. L'Ordre des infirmières s'est exprimé par rapport à la confession reçue par Annick Prudhomme pour spécifier que celle-ci était sujette au secret professionnel de toute façon, et donc qu'Annick Prudhomme n'aurait pas eu de devoir de relayer les aveux de Bouillon au personnel carcéral, par exemple. C'est quoi, au fait, le secret professionnel? Selon la Charte des droits et libertés, article 9, chacun a droit au respect du secret professionnel. Non, c'est pas une bonne voix pour ça. Ce serait quoi une bonne voix pour la Charte des droits? Une voix d'annonce du gouvernement du Canada, là, comme vraiment relax. Comme... L'article 9 promet... L'article 9 promet que chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou de leur profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Et le tribunal doit d'office assurer le respect du secret professionnel. Wow, j'aime que les prêtres sont inclus là-dedans. Ben oui! Je trouve ça intéressant. Ben si tu vas confesser un meurtre... Ouais. Mais tu sais, on voit ça dans les films, comme non, j'ai pas le droit de révéler. Je suis comme, la loi le prévoit. C'est dans la Charte des droits et libertés. Coudonc. Le professionnel doit respecter le secret. Professionnel. De tout renseignement professionnel de nature professionnelle. Non, c'est une joke. Mais la loi est un peu écrite de même. Là, oui, mais c'est un peu écrit comme ça, mais pas vraiment. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa fonction. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client et lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse. D'abord, on se demande si la question du secret professionnel s'applique ici. Est-ce qu'il y avait un secret explicite à garder? Non. Selon Annick Prudhomme, Bouillon ne lui a en aucun temps demandé de garder des informations secrètes. Au contraire, il a manifesté son envie de livrer un témoignage, non seulement à elle, mais également à Claude Poirier. De plus, comme on l'a déjà dit, Annick Prudhomme était convaincue que les agents correctionnels avaient aussi entendu la confession de Bouillon, et c'est pour ça qu'elle n'est pas allée voir la police. Et non pas parce qu'elle se sentait liée au secret professionnel. Fait que, fin du débat. Deuxième question soulevée par le rapport du coroner, l'accès à l'information sur les contrevenants sexuels. Le Registre national des délinquants sexuels, le RNDS, a été créé en 2005. Au moment du dépôt du rapport du coroner, 28 000 Canadiens, dont 5 400 Québécois, y étaient inscrits. Le registre n'était pas public et avait comme objectif de fournir des renseignements aux forces de l'ordre, mais pas aux individus. Il existe aussi un registre au niveau de la Sûreté du Québec par rapport aux contrevenants sexuels, mais ce registre-là n'est pas public non plus.
Aux États-Unis, le contenu des registres des délinquants sexuels n'est pas public, mais il est rendu disponible aux collectivités locales, comme les églises et les écoles. Au Canada, par contre, on a décidé de ne pas procéder de la même façon. Mais les provinces peuvent, et quelques-unes l'ont déjà fait, légiférer à leur guise quant à cette question-là. Le coroner ne se prononce pas quant à cette idée. Son rôle, c'est plutôt de faire état de la législature. Donc, en guise de conclusion, le rapport résume que rien de nouveau n'a été appris qui pourrait nous aider à cerner ce qui est arrivé à Julie Surprenant, mais que selon toute vraisemblance, Richard Charbouillon serait impliqué. Mais donc, le principe de ça, c'est que on se demandait si la donne aurait été différente si la famille Surprenant avait eu accès au registre sur les délinquants sexuels et avait vu que Richard Bouillon y paraissait. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est très épineux comme question, mais je voulais lancer le débat avec toi. Ben, c'est sûr que ça fait tanguer la balance, je veux dire. Quand tu sais que il y avait un délinquant sexuel dans le quartier, je pense que ça fait que la flèche est pas mal pointée dans une direction. Oui. Bien, c'est ce que j'allais dire aussi, tu sais, il me semble qu'aux États-Unis, c'est plus facile d'accès, ces informations-là, tandis que nous, ici, c'est un petit peu comme nébuleux, on sait pas où est-ce qu'ils sont ces gens-là quand ils sortent de prison, puis c'est un peu ça le problème qu'on a vu dans beaucoup de cas, que les gens ne savaient pas qu'il y avait affaire à des délinquants dangereux. Mm-hmm. Fait que, je sais pas, moi j'ai l'impression que ces informations-là devraient être un peu plus transparentes. Intéressant. Très intéressant. Non, je pense que c'est vraiment une question où il y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Non, c'est... Parce que ben, le danger qu'on voit, puis la dérive qui est possible, qui est justement une des raisons pour lesquelles c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, là. C'est la question de la réhabilitation. Ouais. Contrairement aux États-Unis, nous autres, on croit à ça, la réhabilitation. Oui, puis je suis pas en train de dire que comme personne n'a le droit de revenir dans la société. Non, c'est juste qu'il y a énormément de féminicides où est-ce que, comme, c'est quoi le point commun? C'était des délinquants dangereux qui se promenaient en liberté sans surveillance aucune. Là. Ouais. Oui, mais ils l'ont dit. Je me rappelle pas qui l'a mentionné dans cette histoire-là. Est-ce que c'est Michel Auger? Je sais pas. Un des 300 Michel. L'un des 300 Michel a affirmé que, tu sais, dans la plupart des cas d'agression sexuelle, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Oui. Mais... De toute façon. En tout cas, fait que de savoir ou non. Mais moi, c'est plus pour, tu sais, c'est ça, la question de la réhabilitation. Que les écoles soient au courant, ça, je trouve que ce serait une très, très bonne idée. Oui. Parce que ça empêcherait, justement, de permettre à des délinquants sexuels qui pourraient être portés sur les enfants, par exemple. Mais je sais pas si au Canada, on a cette loi-là, mais aux États-Unis, quand t'as commis un crime contre des mineurs, t'as pas le droit d'être proche d'un établissement où il y a des mineurs. Ouais, ben c'est ça. Mais je suis pas sûre si ici, on a la même... Je suis pas sûre que nous, on a ça. Non, mais les écoles aux États-Unis ont accès à ça. Puis c'est aussi pour pouvoir vérifier les antécédents des gens qui appliquent pour avoir des jobs. Ce qui est une affaire qui se fait ici aussi. Ouais. Mais c'est pas une affaire qui se fait à tous les niveaux non plus. Non. Moi, j'ai été vêtée par la police quand j'ai commencé à travailler pour la Commission scolaire de Montréal. Oui. Dans le temps où je travaillais dans des écoles primaires et secondaires, il fallait qu'ils vérifient mes antécédents, ils ont pris mes empreintes et tout ça. Mais si tu vas travailler à l'université, il y a rien qui t'empêche d'être un gros creep. Si tu vas travailler au cégep non plus, il y a rien qui t'empêche d'être un gros creep. Puis tu rentres au cégep, t'as 16 ou 17 ans, dépendamment de, tu sais. Oui. Fait que je trouve qu'il y a des lacunes, mettons. Oui, mais tu sais, je suis pas en train de me comparer aux États-Unis non plus, où est-ce que la prison, c'est carrément comme une industrie. Oui. Genre, je veux pas qu'on vire là-dedans non plus, où est-ce que les gens font littéralement de l'argent sur les gens qui sont en prison. Là. Ouais. Il y a un juste milieu en quelque part. Il y a sans doute un juste milieu à atteindre. Tu sais, on faisait des jokes de Suédois tantôt, là. Je pense que la Scandinavie, ils ont quelque chose d'un peu mieux. Oui, c'est censé être dans les meilleurs systèmes carcéraux, non? Ouais, mais en Suède puis en Norvège? Ouais, mais c'est que c'est vraiment axé sur la réhabilitation, puis le fait que, comme, souvent, c'est des gens qui avaient comme pas de but dans la vie, puis qui cherchaient un sens à leur vie. Fait qu'en prison, ils vont faire des activités comme de la poterie, ils vont lire, ils vont suivre des cours, puis comme ils vont un peu plus comme trouver un sens à leur vie puis se rendre un peu plus utiles. Ouais. Puis c'est ça, leur taux de réinsertion est comme super élevé, puis la majorité ne retourne pas en prison par la suite. Ouais. Parce qu'il y a plein de niveaux différents aussi
de criminalité. Je veux dire, c'est ça. Tu as une chicane avec ton voisin, puis tu vas lui tirer une balle dans la tête, comme c'est arrivé dans le District 31. Oh oui! Mais c'est pas la même affaire que d'être quelqu'un qui est issu d'un milieu défavorisé, puis par la force des choses, à cause de tous les problèmes systémiques que ça occasionne, tu te ramasses à virer dans la petite... les petty crimes, là, la petite criminalité, là. Voler des dépanneurs, dealer de la drogue, tu sais, c'est pas la même affaire que est un proxénète non plus, non. Là, tu sais, il y a plein de paliers, effectivement, c'est... De la criminalité, puis il y a vraiment des gens que c'est parce qu'ils étaient dans des situations de précarité puis qui ont pas eu le choix de recourir au crime. Puis, ben, il y a des gens aussi qui ont des problèmes de santé mentale. Oui. Mais donc, c'est ça. Le rapport de la coroner se conclut sur ces deux questions-là. Puis c'est pas la job de la coroner de répondre à ces questions-là, plutôt d'en faire état. Puis c'est pas à nous non plus, mais je trouvais que c'était intéressant de réfléchir à ça. Parce que malheureusement, c'est tout ce qu'on saura sur l'histoire, c'est tout ce qu'on sait à ce jour sur la disparition de Julie Surprenant. Son corps n'a jamais été retrouvé, son père n'a jamais eu de réponse, sa famille n'a jamais eu de réponse, sa mère, sa sœur n'ont jamais eu de réponse. Quelque part entre l'arrêt d'autobus à Delisle-Saint-Jean et son appartement sur la rue Castille, Julie Surprenant a disparu et elle n'a jamais été retrouvée. Michel Surprenant, il est resté dans le même appartement pendant 1 an après la disparition de sa fille. Le soir, il avait l'habitude de laisser la lumière de la porte arrière allumée pour guider sa fille qui reviendrait dans la noirceur. Et il l'a laissée allumée pendant 1 an après sa disparition en espérant qu'elle revienne. Puis tout ce qu'on peut souhaiter dans un cas comme ça, c'est qu'un jour on puisse avoir des réponses. Puis en attendant, on va laisser symboliquement une lumière ouverte pour ça. Oh, c'est bien dit. C'est la fin de cette histoire sur l'AFPAD. Et donc, Michel Surprenant, là, je suis pas allée parce que les autres fois, j'avais fait le tour, mais je veux dire, c'est toujours la même chose. Michel Surprenant a fini par rencontrer Christian Caretta, il a fini par rencontrer Pierre-Hugues Boisvenu et Marcel Bolduc. Marcel Bolduc. Ah oui. La belle Bolduc, c'est ça. Donc, il a rencontré les autres hommes avec qui il a éventuellement fondé l'association pour les familles des personnes assassinées ou disparues pour offrir du soutien à ces familles-là. Fait que si vous êtes intéressé à donner à un organisme caritatif, sans but lucratif, pour aider ces gens-là à se rebâtir, puis à avoir de l'aide, puis du soutien, le soutien dont ils ont besoin, on vous invite à visiter le site de l'AFPAD, puis on va mettre ça dans nos notes. Et c'est avec ça que je vais accrocher mon chapeau de féminicide, parce que c'est vraiment terrible. Mais c'est comme Michel Surprenant le dit, comme, tu sais, quand on nous demande pourquoi faire des féminicides, ben, c'est parce que, comme, si on n'en parle pas, personne n'en parle. Puis ces femmes-là, ils deviennent juste des statistiques. Mais ces femmes-là, c'est pas des statistiques, c'est pas des numéros, c'est des personnes qui sont disparues, puis peut-être qu'en parlant, il y a quelqu'un, quelque part, qui sait que c'est quelque chose qui va se manifester. Fait que c'est pour ça, c'est pour que ces femmes-là aient encore une part de vie qu'on leur a enlevée. Que j'espère, chers auditoristes, que vous êtes contentes d'avoir à nouveau Catherine dans vos oreilles. Allô! Que vous avez aimé cet épisode, même si c'était triste. Mais c'est triste, mais c'est nécessaire. C'est ce qu'on dit. C'est triste, mais c'est nécessaire, puis... Ben là, on a fini, fait qu'on va faire note de l'éditeur, note à moi-même. Non, mais sérieusement, je veux dire, off the record, entre toi pis moi, pas mal tout le monde s'entend pour dire que c'est Richard Bouillon qui l'avait tué. Ben oui. Ouais. Je veux dire... Moi, je suis pas du bord avec Claude Poirier que c'est possiblement une fausse confession, tu sais. Lui, il était comme « Oh non, il y a un doute qui plane, on peut pas être vraiment certain. » Est-ce qu'il a agi seul, Richard Bouillon, ou avec un complice? C'est peut-être ça le doute qui plane, plus que sa culpabilité, parce que tout pointe dans ce sens-là, puis... Moi, même là, j'ai l'impression que non, il y avait pas de complice, là, je veux dire. Je pense que c'est juste que, comme, OK, il faisait des confessions, mais il était peut-être pas encore, comme, prêt à 100% ou... Tu sais, je sais pas c'est quel cancer qu'il y avait. Je suis pas sûre. Parce que si c'est cancer du cerveau, ça affecte la mémoire, là. Ah, OK, je pensais que c'était une blague, ton affaire. Non, c'est le cancer du cerveau, ça affecte ta mémoire. Tu peux, comme, oublier des choses vraiment importantes. Oui, non, absolument. Fait que sa confession était peut-être pas, comme... était un peu
Non, mais je non pense... linéaire. Je pense pas que c'était ça, puis je veux dire, d'un autre côté... Putain, je suis en train de le googler, là. Michel Bouillon... non, c'est pas ça. Richard Bouillon, cancer... Richard crème de brocoli. Crème de brocoli... Non. Richard consommé. Richard fondu chinoise. Non, j'arrive pas à voir... Ouais, phase terminale de cancer... J'arrive pas à voir c'est un cancer de quoi. Mais d'un autre côté, les antidouleurs... Oui. Être sa morphine parce que t'es en fin de vie peut aussi aider à enlever le filtre puis t'amener à parler plus ouvertement. Mais c'est ça, t'es plus tout à fait la même personne là, quand Non. t'es sur ces médicaments-là. Là. Ouais. Non, j'arrive pas à voir c'est quoi qu'il y avait. Non, parce que, encore off the record, là, Maui, tu ne laisses absolument pas ça enregistrer, mais mon amie, que sa mère avait le cancer du cerveau, à la fin de sa vie, elle se rappelait pas c'était qui mon amie. Là. Non. C'était sa fille. Puis elle se rappelait pas c'était qui. Comme le chanteur de Tragically Hip. Tragically Hip. Oui. Oui. Oui, c'est une vraie affaire. Oui, il avait le cancer du cerveau. Oui, il y avait le cancer du cerveau, puis c'est comme... Mais c'était une le plus gros deuil cancéreuse national, au là. cerveau. On mettait le drapeau en berne, là, comme pour le chanteur des Cowboys fringants, là. Oui. Mais c'était avant. Mais, bon, pas cancer du cerveau, mais tumeur cancéreuse au cerveau, mais Mhm. ça affecte tes capacités psychologiques, ça affecte ta mémoire, ça Oui. affecte tes capacités motrices. Le cerveau, c'est le centre du corps, là. Puis Oui. s'il n'est plus là, anything goes, là. Oui. Fait que, non, mais... Puis, je veux dire, les médicaments aussi, surtout, comme c'est un cancer particulièrement agressif, il devait avoir des... Il devait carrément être sur la morphine, puis ça t'enlève ton filtre, là. Mhm. Mais ça peut aussi, comme, jouer avec tes souvenirs, le fil, puis tout ça, là. Ouais, mais il a fait des aveux à 2 personnes différentes. Tu sais, en tout cas, je sais pas. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, le consensus, mettons. Ouais. Puis je veux dire, Non officiel, là. puis comme, il y a des chances qu'il savait à quelle heure qu'elle revenait quand elle prenait cet autobus-là. Il connaissait le trajet, il l'a probablement vu partir. Il a dû prendre conscience de ses habitudes. Ouais. Puis en plus, comme sa confession qu'il a faite à Claude Poirier, c'était du pipeau, là. Puis en plus qu'il a essayé de mettre le blâme sur soit Michel Surprenant ou le chum de Julie. Oui. De comme, oh, il y avait du bruit en bas, ça brassait pas mal, ok, mais pourquoi t'as pas appelé la police? Est-ce que c'est parce que t'es un gros dégueulasse? Parce qu'il aurait sans doute dit que... en tout cas... C'est facile c'est facile à débouter, c'est facile comme à argumenter. Là, si Claude Poirier avait dit pourquoi t'aurais pas appelé la police si t'avais entendu ça? Oh, mais parce que moi j'aime pas ça la police, j'ai eu plein de démêlés avec la police dans le passé. C'est ça, moi je parle pas de ça, moi je me mêle pas de ce qui me regarde pas. Pis tout. Ouais. Fait que c'est ça. Puis tu sais, il y a une autre possibilité qui est pas mal épouvantable, mais c'est possible que ce soit un crime de circonstance aussi, puis que lui était en chasse. Pour le dire d'une manière vraiment épouvantable. Ouais. Peut-être qu'il était sorti pour chercher quelqu'un. Tu sais, le violeur de la Couronne Nord, là. Ah oui, il était Benoît en Gay, chasse. il faisait ça. Oui, il se promenait avec son auto jusqu'à temps qu'il trouve. Tu sais, peut-être que lui était à l'arrêt d'autobus. Ben, Natacha Cournoyer aussi, il Oui. est en chasse. Mais peut-être qu'il était à l'arrêt d'autobus depuis longtemps, Charles Bouillon, puis qu'il regardait le monde qui... Ben, Natacha Cournoyer, qui y a une autre femme qui a failli se faire attraper par Ouais. le gars, là. Mhm. Genre, c'est probablement qu'il était... Puis je veux dire, s'il avait 45 ans, ça veut dire que ses premières accusations, il avait jeune vingtaine, là. Ouais. Ça faisait longtemps qu'il Oui. agressait sexuellement des gens, là. Effectivement, parce qu'il avait 45 ans en 99, puis ses premières condamnations étaient 25 ans auparavant, effectivement, puis il avait 20 ans. Les premières fois qu'il a été arrêté pour agression. Comme c'est quelqu'un qui a... Je m'excuse, mais il y a ça, là, en dedans de lui, ce Oui. désir-là, là, Oui, ça se peut. C'est très possible. de blesser gravement des gens. Ouais. Fait que ça se pourrait qu'il y avait comme The Urge. C'est déprimant, Oui. puis c'est plate parce que c'est pas... Je veux dire, à part l'AFPAD, il y a rien de positif, là. Tu sais, il y a pas... Non. Au moins, tu sais, des fois, Ben, il y a les on femmes couvre- qui se sont mises ensemble. Oui. Oui, mais il n'y a pas eu de la justice Non. qui aurait mérité. Il n'y a pas eu de justice réparatrice, pantoute. Je m'excuse, il y avait un écureuil comme Je le sais, il était drette, là. je le sais, il était obèse, il était vraiment gros. Je le voyais qui se promenait sur la, Oh, mais la c'est peut-être rambarde. une maman. Oh, peut-être! Oh, excusez, madame l'écureuil! Mais non, c'est ça, tu sais, il n'y a pas eu de justice. Il est mort de cancer en prison. Ah ouais.
Puis il a pu vivre longtemps dehors. Puis agresser plein de femmes. Oui. C'est juste épouvantable. Il n'y a pas de justice dans ce bas monde. Non, il n'y a pas de justice dans ce bas monde, puis c'est ça l'affaire qui est épouvantable. C'est ça qu'on a vu aussi avec, justement, Marcel Bolduc, qui avait fait tellement de lobbyisme, justement, pour resserrer les conditions de libération conditionnelle, puis tout ça. Ça a pas débouché, ces affaires-là. On est comme dans un cul-de-sac à la fin de cette série de l'AFPAD, et j'aurais tellement aimé pouvoir apporter quelque chose d'optimiste, puis un petit peu d'espoir. Ah, c'est pas mon cas En fin qu'on de va compte. enregistrer tantôt qui va comme redorer le blason du Québec. Bon. Ben d'abord, on peut redorer le blason de notre estime de soi en remerciant nos Patreons. Ça n'a pas de sens. Oui. Pas en tout mon affaire. Je Ben, suis due pour un autre café. Non, c'est ça, fait qu'on... Oui, je vais faire nos plugs. Oui! Alors, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui et que vous êtes heureuse que Catherine soit de retour, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime, sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Si vous aimeriez être nos Patreons, vous pouvez le faire en vous rendant sur la plateforme Patreon. Vous allez voir, dépendamment de combien d'argent vous nous donnez, vous avez droit à différents avantages. En passant, 2 petites choses par rapport à Patreon. Je vous en avais parlé l'année passée, je veux juste le redire. Si vous avez l'application Patreon sur votre téléphone et que vous êtes un utilisatrice de Apple, autant que possible, vous abonnez au Patreon des gens que vous aimeriez soutenir sur un ordinateur, parce que si vous le faites via votre cellulaire, via l'application sur iOS, donc les gens qui utilisent Android, on vous parle pas. On vous parle, mais pas de ça. Fait que juste le faire par un ordinateur, parce que Patreon, pas Patreon, mais Apple prend une partie de l'argent que vous donnez pour la mettre dans leur poche à eux. Et on va s'entendre que s'il y a bien quelqu'un sur cette planète qui a pas besoin de se mettre de l'argent dans les poches, c'est Tim Cook. C'est exactement ça que j'allais dire. Je suis comme dans le top des gens qui ont pas besoin de se mettre de l'argent dans les poches. Chez Tim Cook qui arrive, mettons, en 5e. J'avais oublié momentanément que Steve Jobs était mort. Fait que Oui. j'étais comme, Steve Jobs n'a pas besoin de notre argent pour s'acheter des cols roulés noirs comme celui que je porte en ce moment, mais c'est correct. Alors, c'est ça, le faire par un ordinateur, et aussi la grève de Post Canada, elle est résolue. Mais... Pour vrai? Oui. Nice. Je savais pas. Oui. Début... I don't keep up with début les nouvelles décembre. de Post Canada, là, moi. Mais là, je fais face à un deuxième problème, qui est celui que les Non. autocollants sont dans un meuble que je n'arrive pas à atteindre parce qu'on n'a pas tout à fait fini de déménager, mon conjoint et moi. Alors, mon Dieu, excusez, j'ai loqué. J'ai commandé des autocollants. Fuck it. J'ai commandé des autocollants, ils devraient arriver bientôt, et là, je vais pouvoir vous les envoyer, les chers Patreons qui attendent encore leurs autocollants, comme une madame attend des nouvelles de son mari parti au front. Oh! Ça va arriver, ça va Mon arriver. cher Gérard, je Ne pense à toi chaque jour et chaque nuit. Oui. Ne perdez pas confiance, ça arrive. Et sinon, nous allons remercier nos nouveaux Patreon. Hey. Il y en a... J'en ai manqué une maudite gang, mais là, t'en as pas remercié dans les épisodes avec... Benoît? Oui. Benoît? Mais c'est ça, la liste est... J'ai-tu pas encore le bon document, là? Mais c'est celui qui s'appelle Copy, parce qu'il y avait un problème. Ah! Mais là, faut me le dire, ces affaires-là. là. Désolée. Copie. On va en faire juste... Copie. On va en faire 3 pour qu'il y en ait d'autres. Copy. Alors, nous aimerions remercier nos nouveaux Patreons. Alors, merci, Salsage. Je me demandais si t'allais dire salsa J. Ben, j'ai eu un moment Salsa J. J. Salsage. Et merci, Isabelle Maheu. Alors, merci, on espère que vous aimez vos nouveaux avantages et que vous avez plein de fun. Mais oui, toujours. Et là, avant de... C'est pour ça qu'on est là. C'est pas juste pour pleurer. Non, des fois, ça nous arrive d'avoir du fun. Mhm. Comme maintenant. On va en avoir. Oui, parce que là, pour pas se laisser sur quelque chose de trop déprimant, Non. on va retourner à l'hôpital Saint-Vincent. Touti-touti-dou. Stat. Everybody. Stat.
Docteur Catherine! Docteur Catherine! Bonjour, je suis le docteur Faubert. Comment ça va, madame? Tu as un bolus dans le péteux? Oh oui! Oh, Non, j'essaie d'arrêter! J'essaie oui! d'arrêter! C'est mes résolutions pour 2025. Arrêtez de me rentrer des bolus dans le péteux. Faites bien, c'est dangereux. Trop de bolus dans le péteux. Ça C'est peut des hémorroïdes. te défoncer l'intérieur C'est les hémorroïdes. comme une balle de paintball. If you know, you know. Non, mais c'est une chose qui est arrivée dans le stade pour vrai Oh là là. cette semaine. C'était bien le fun. Fait que, non, aujourd'hui, Dr. Audrey, je vais te Dr. raconter Catherine. une affaire terrifiante. Oh my god! Si vous souffrez d'arachnophobie, bouchez vos oreilles. Fermez vos yeux, juste pour être sûr. Aussi, juste pour être sûr. Mais non, gardez les yeux grands ouverts parce que sinon, on sait jamais quand est-ce qu'ils peuvent nous sauter dans la face. Les araignées géantes de Sydney. Alors, c'est l'histoire de la panique à l'araignée qui a fait capoter tout le monde sur Internet pendant les dernières semaines de stage. Oh là là. Avant le break de Noël. Oh là là. Alors, tout commence avec Valérie McGuinness, qui est la physiothérapeute, la charmante physiothérapeute, celle qui avait aidé le journaliste à communiquer avec ses paupières. On s'en rappelle. Mais qui est là, comme une fois de temps en temps dans Stat, parce que tout le monde a besoin de faire de la physio quand tu t'es fait tirer dans la face puis que n'importe quoi est arrivé. Tu es tombé dans un... Surtout si tu t'es fait tirer dans Ben, non, mais tu sais, comme, il y a tout le monde qui était genre dans un éboulement, là, tu sais, il y a eu un glissement de terrain, j'ai pas trop compris. En tout cas, fait que tout le monde fait toujours de la physio. La physio est un personnage secondaire tellement... La physiothérapie. C'est de la physiothérapie. Non, mais cette physiothérapeute, c'était la physiothérapeute. Ben oui, mais j'aime ça, te taquiner. C'est correct, c'est pour ça que je suis revenue. C'est un personnage tellement ragoûtant. Non, mais sérieusement, elle est incroyable. Ah elle oui. est incroyable, elle vole le Elle a show. tellement pas de temps à perdre. Tellement drôle. Non, elle a pas de temps à perdre. Elle aime beaucoup les potins. Elle est vraiment dramatique. Super drama queen sur le bord. Et là, elle est en train de manger son snack dans la salle des employés. Comme ça. Ces petites noix. Oui, c'est ça, exactement, ces petites noix, manger des petites amandes en vrac, quand tout à coup, elle se sent pas bien, puis elle s'en sort de la salle des employés, puis elle s'en va jusqu'aux urgences, puis elle est comme Jacob, je me sens pas bien, comme... Faut que tu me donnes un bec! Là, elle perd connaissance. Non, elle perd connaissance pour vrai. Puis là, elle perd du connaissance pour vrai. Fait que là, il la... Oh non! Stat, on l'amène dans la salle de réanimation, je sais pas quoi, là. Stat! On va Non, mettre faut qu'elle aille dans la salle d'attente comme tout le monde! Non, on va y mettre un bolus dans le péteux, c'est notre physiothérapeute, Oh on my god, l'aime. Jacob, je soupçonne que c'est ton kink! Fait qu'il l'amène dans la salle de réanimation, puis là, ils sont comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est en train de coder, là! Puis là, il check, il regarde tout son corps, il regarde son beau corps, il tâte tout son corps de déesse. C'est super érotique, non pas pantoute, mais il voit que sur son mollet, elle a une piqûre. Ils sont comme, oh my god! Elle s'est fait piquer par quelque chose. Mon Dieu, elle a loué un chalet, puis elle fait nous l'a même pas dit. Hein? Elle a loué un chalet, puis elle nous l'a même pas dit. C'est ça. Puis, non, elle... Mon Dieu, tu m'as tout thrown off my mojo avec ta joke de chalet. C'est correct. Sauf une fois au chalet. Sauf une fois au chalet. Donc, elle n'a pas eu la piqûre de chalet, OK? Ah, OK. Elle a eu la piqûre d'autre chose, qui a sans doute donné une réaction allergique, parce que là, genre... Ça va pas, là. She's not responding no more, là. Fait Oh que non. on l'intube. Oh no, tout. she fucking dead. Puis là, on est... oh my god, she's fucking dead! Fait que, non. Fait que là, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a piqué? Quand? Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Comment? Où? Puis là, il regarde ça. Puis ils sont comme... C'est pas une piqûre d'abeille, ça. Oh C'est no! pas une piqûre de guêpe. Oh no! C'est sans doute une piqûre d'une plus grosse bibite. Oh On no! dirait une morsure d'araignée. Il est comme, oh mon Dieu, elle s'est fait mordre par une araignée. Qu'est-ce que c'est ça? En Puis là, 2024! puis là, il me semble que c'est Daniel, monsieur... Plaisir gastronomique. Plaisir gastronomique, j'allais dire plaisir gourmand. C'est vraiment ça. Monsieur Plaisir pas gourmand, loin. il est dans le break room, puis là, tout à coup, il voit une maudite grosse araignée. Bobite. Une maudite grosse bébite. Puis là, Emmanuel, notre Suzanne Clément nationale, ramasse la grosse araignée, qui sérieusement est grosse comme ma main. C'est une nasty grosse araignée. Il la met dans un plat Tupperware, puis là, il perd des petits trous sur le top pour qu'elle respire. Non. Oh, excusez. Il perd des petits trous sur le top pour qu'elle Pas respire. nécessaire. Puis là, ils sont comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis tu sais, c'est probablement ça qui a piqué Valérie, la physiothérapeute. Non, Fait que, d'où elle est-ce n'a qu'elle pas vient, eu la cette araignée? piqûre du pickleball. Elle Elle s'est a... fait Non. piquer par une araignée. Elle s'est fait mordre par une araignée. Des petites dents d'araignée. Et elle va devenir Spider-Man. Fait que Et là, le son stat va rentrer dans le Spider-Verse.
Non. Fait que là, Statverse. c'est pas le Statverse. Là, elle s'est fait mordre par une araignée. Fait que là, il faut déterminer c'est quoi cette araignée-là. Fait qu'elle appelle au centre antipoison. Ils sont comme, on va vous envoyer une photo de l'araignée. C'est quoi cette araignée-là? Puis le centre Là, ils antipoison est répondent comme... c'est une araignée. Non, mais le centre antipoison est comme, c'est pas ça qu'on fait. Nous autres, on va te dire qu'est-ce que tu dois faire quand tu sais c'est quoi le poison que t'as ingéré. T'sais. On n'est pas des identifieurs de poison, là. On n'est Fait pas que des là, araignées d'araignées, là. ils le savent pas, fait qu'ils finissent par checker un petit peu partout. Éventuellement, quelqu'un comprend que c'est une araignée de Sydney. Je suis pas sûre si c'était une migale. C'est mais... qu'ils ont reconnu son accent. Ouais, elle était comme... Are you gonna put some shrimp on the barbie? Hey, good day, mate! Puis Hi, là, Mike! ils ont juste ouvert le Right! top du plat Tupperware. Alright! Puis il était comme, ah ouais, Ah, c'est australien. elle vient ça. d'Australie, on l'a Voilà. reconnu. Fait que là, on checké ça, mais Ils ont là, versé du Vegemite dans le plat. une araignée de l'Australie, là, c'est une des araignées les plus mortelles dans le monde. Ah, pourquoi quelqu'un ramènerait ça? Ben, c'est comme, qu'est-ce qu'elle fait dans l'hôpital, puis elle vient d'où, tu sais. Fait que Ouais, là, tout le monde est donc t'sais, super high Souvenir alert. d'Australie, tu peux te ramener un didgeridoo. Un Un didgeridoo. Ça fait un drôle de Wow, bruit. wow, wow. Donc, non, là, tout le monde est en high alert parce qu'on est dans un hôpital. Fait que là, y a-tu d'autres araignées mortelles qui sont on the loose dans l'hôpital? Dans Quand l'hôpital. tout à coup, il y a un petit gars qui arrive avec la madame du CPE, puis la madame a dit il s'est fait piquer par une araignée. Oh non! C'est comme non! Puis là, le petit gars, ben, Il devient Spider-Man. il ne survit pas à la piqûre, à la morsure d'araignée. What? Parce que c'est un petit enfant. Puis le venin, c'est le plus mortel dans le monde. Fait que là, il y avait genre 2 jours pour sauver Valérie, la physiothérapeute, mais ils ont comme 5 minutes pour sauver le petit gars. Ils réussissent pas à sauver le petit gars. Puis là, tout le monde est sur Hey, high alert. Marie-André Labbé est sur un killing spree, là. Vraiment. Mais là, Personne n'est à l'abri. non, surtout pas ce petit gars-là qu'on a vu juste 3 minutes. Là. Mais c'est de la fiction, inquiétez-vous pas. Il n'y a pas de petits-enfants qui ont été blessés dans le processus de faire cette émission. Donc, Les là, enquêteurs sur le cas de Rémi le- Couture, on n'est pas sûr de tout ça. hey, là, le temps passe, OK? Puis ils ont juste, pour vrai, genre 48 heures pour administrer un antipoison. Il n'y a pas d'antipoison, il y a juste de l'antipoison à Sydney. Parce Oh que non. c'est une araignée de Sydney. Puis là, ils appellent à Sydney. Ils sont comme « Allô, est-ce que vous avez de l'antipoison? » Puis là, ils sont comme « Good day, mate, on a de l'antipoison. » Throw some Mais antipoison on the barbie. Tu sais, tu nous prends pour qui? On n'est pas FedEx, là. Nous autres, on va pas te shipper l'antipoison par la poste de même. Genre, Ah, t'es qui toi pour demander ça? Skippy va pas aller te le porter, Mais yo. l'Australie, c'est loin, c'est 24 heures Oui. d'avion, tu sais. Fait qu'ils sont comme, comment qu'on va faire pour avoir l'antipoison? Fait que là, Emmanuel appelle son boy, le beau Dr. Davis Oh. de l'armée. Et là, le Dr. Davis de l'armée a tous les pouvoirs et il tire des Oh, ficelles wow, pour wow. réussir à obtenir de l'antipoison qu'ils vont récupérer là-bas, puis ils reviennent, puis là, l'antipoison, là, ils réussissent à shooter Valérie, la physiothérapeute. Puis là, entre-temps, la sœur de Valérie est arrivée à l'hôpital. Elle était en chicane avec Valérie. Oh. Parce que la sœur de Valérie, Il a emprunté ses leggings. c'est une mangeuse de chenilles. Non! Mais comme, il y avait des problèmes. Chicane de Puis là, sœur. elle était comme, je veux pas qu'elle meure, ma sœur, puis elle est On n'a pas super- fini notre chicane, je vais avoir le upper hand. Elle est super over the top, puis elle est complètement hystérique, puis à tout bout de champ, tout le monde est comme « Madame, sortez de la salle, on fait des procédures. » Madame, sortez de la salle, puis elle est comme « Fait que là, elle est out of control. Ils réussissent enfin à donner l'antipoison. Puis là, ils disent « On va savoir si ça fonctionne dans une couple d'heures, faut attendre. » Puis elle est comme « Non, mais je ne peux pas attendre! » Puis ils sont direct sur le bord de dire « Madame, madame, calmez-vous. » Mais finalement, Valérie Vous êtes hystérique. se réveille. Et là, elle ne reconnaît plus personne. Oh non! Elle ne Elle parle reconnaît... australien! Pour vrai, elle ne reconnaît plus personne. Oh non! Parce qu'il y a eu comme des problèmes avec son cerveau. Oh non! Et là, la partie de son cerveau qui fait comme la reconnaissance des visages, elle a été affectée. Oh non! Fait que pour vrai, fait qu'elle est là, puis elle est comme... Ouais, moi c'est Valérie, puis elle regarde sa sœur, puis c'est comme c'est qui, ta toi? sœur, Chantal, ou je sais pas c'était quoi son nom. Puis elle est comme non, c'est pas ma sœur elle est bien plus belle que ça. Puis la fille est comme ah! Puis la reste elle est comme tiens, regarde ça c'est Jacob. Puis elle est comme ben non, Jacob il a pas un aussi gros nez. Tu sais, elle dit des vacheries sur tout le monde. Puis c'est juste parce qu'elle reconnaît pas leur face. Puis là, sa sœur, elle se dit « Ah, là, on a la chance de ressouder nos liens de sœur pendant que je l'aide dans J'ai un blank slate. dans son recovery, de se rappeler des faces des gens. » Mais là, ils apprennent que l'araignée qui avait mordu Valérie,
c'était à cause de sa sœur Chantal ou what's her name. Parce qu'elle venait d'un bin d'amandes en vrac dans un magasin qui avait fait venir des amandes de l'Australie. Et c'est aussi à ce magasin-là que s'approvisionnait la madame du CPE, et c'est pour ça qu'il y avait aussi une araignée de Sydney qui était dans le CPE. Fait qu'il y a comme plein d'araignées chez Bulk Barn, c'est ça que t'es en train de me Il y dire? a genre full d'araignées au mini Bulk Barn Bulk de Barn. Montréal. C'est un tout petit Bulk Barn. Et là, Chantal, elle a peur de dire ça à sa sœur parce qu'elle est comme « Oh mon Dieu, c'est à cause de moi qu'elle reconnaît plus personne puis elle trouve que Jacob a un gros nez. Oh. » Oh! Mais elle finit par lui dire, puis sa sœur est comme « C'est correct, m'a finir par m'en rappeler. » Puis elle a un petit carnet où est-ce qu'elle a noté à quoi qu'ils ressemblent les gens pour être capable d'associer les faces du monde, les nouvelles faces dans sa tête, à ces gens-là, parce qu'ils pensent que ça reviendra probablement jamais, son habileté à reconnaître les faces. Fait que, tu sais, all in all, quand ta chance de survie était 0%, c'est quand même pas super. Bon, pis là, On les lui souhaite gens... beaucoup de succès. Les gens qui regardent StatStat, qui sont probablement déjà pas les plus grands fans des magasins Grano, vont encore moins y aller. Et encore plus acheter des sachets emballés individuellement. Oui. Blue Diamond. Pourquoi pas? Mais je dois vous dire en conclusion que, ben ça, c'est l'histoire de l'araignée. Après ça, c'est correct, l'araignée est retournée en Australie. Ah. Tout le monde est en sécurité. Avis sa hashtag Best Life avec Le petit enfant, malheureusement, a trépassé à cause de l'araignée, mais aucun autre enfant n'a trépassé à cause de l'araignée. Et Valérie ne reconnaît plus les faces. Et c'est la conclusion de la saga de l'araignée. Puis là, moi, ma saga d'araignée a commencé Oh non. parce que j'ai googlé l'araignée de l'Australie pour constater que sont pas très méthodes parce que c'est même pas une vraie araignée d'Australie qu'il y avait dans l'émission. Elle y ressemble même pas. Mais honnêtement, la vraie est encore plus terrifiante. Fait que je suis comme contente parce que dans l'émission, ça avait l'air d'une grosse migale poilue, tu sais, comme brune. Une grosse tarentule. Mais l'autre, ça a l'air d'une... Je sais pas comment l'expliquer autrement. Une araignée dure. Tu sais, il y a des araignées qui ont l'air douces puis qui sont molles puis toutes les migales, ça a l'air je sais mou. de quoi tu parles. Bon, ben l'autre, ça avait l'air d'une araignée dure, comme qu'elle elle va te regarder, elle va être à côté d'un kangourou, là, puis là, elle te regarde 2 secondes, t'as tout d'en face, ça a l'air de ça, tu sais, ça faisait quand même peur. Fait que je suis tombée dans un rabbit hole d'aller lire sur les araignées les plus... Dangereuses. Venimeuses, ouais, et non pas vénéneuses, parce que ça, c'est les plantes. Fun fact. Mais donc, j'ai conclu très rapidement que c'est pas une vraie araignée d'Australie qu'ils ont emmenée sur le set quand ils ont filmé ça. Alors, notre beau Jacob n'était pas en danger. Oh, phew. Tout le monde va pouvoir avoir son bolus dans le péteux. Tout le monde va pouvoir avoir son bolus dans le péteux. Oh. Puis c'est la fin de la saga de l'araignée. Oh. Et il Bon, s'en ben, passe des choses en stats, là. Merci, je vais garder cette bonbonne et cette allumette proche juste au cas où. Mais tu sais, c'est comme... Genre, ok, l'enfant dans la garderie, je comprends ça, là. Sérieux, ok? Genre... Tu le sais pas, tu sais, c'est un petit gars, il avait genre 2-3 ans, là, ok? C'est comme, tu vois une araignée, tu sais pas nécessairement que c'est une araignée pis ça fait peur, genre. Mon fils, il aime ça, les araignées, tu sais. Mais c'est comme, t'es en train de manger dans le break room, tu sens pas une araignée grosse de même monter sur ton mollet pour te mordre? Elle s'est fait de mordre sur le mollet, pas sur le pied, là. C'est t'sais. gros, des araignées. Mais tu dois la sentir Oui. monter sur toi, c'est pas comme un petit gars qui est assis à terre, il y a une araignée dans tes Legos, genre. Je comprends pas. En tout cas, c'était quelque chose, cette histoire-là. Fait que, Non, puis... voilà. Ben, Faites attention aux Notre araignées. amie, Michel, Hein? elle m'a dit qu'elle avait déjà pris une tarentule puis que tu sens un petit peu comme un petit pincement quand il marche parce que c'est comme les espèces de petits crochets qui ont au bout des pattes pour pouvoir Ah, monter ouais? des murs. Ah, que ben tu oui. sens vraiment comme un petit... Ah, c'est plein de bon sens. Ça fait pas mal en tant que tel, mais tu sens une espèce de petit... Ouais. comme un petit pincement, Mhm. comme... Fait que non, tu sens une araignée sur toi, là. Si j'écrivais sur les groupes de stats que, comme, c'est pas la vraie araignée, le monde me dirait que c'est juste de la fiction, puis de pas trop chialer là-dessus. Mais moi, je pense que être à cheval sur le principe, c'est bien plus amusant. Eh oui. Pour partir des chicanes sur le groupe de stade. Voilà! Bon, ben... je vais prendre le vélo stationnaire puis me sauver des araignées si ça vous dérange pas, Dr. Catherine. Ah, c'est super! Je vais aller prendre un scalpel puis faire des choses répréhensibles avec. Stat! Stats!